Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Patrick Vendredi. Je suis expert formateur en renforcement du capital humain, en stratégie et développement des organisations. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble sur un module de formation sur la thématique suivi, évaluation. Cette formation vise à renforcer les capacités des responsables d'organisation de la société civile à concevoir, à mettre en œuvre et utiliser efficacement les systèmes de suivi et évaluation pour améliorer la performance, la transparence et l'impact de leurs projets et programmes. Tout au long de cette formation, nous allons partager avec vous un certain nombre de principes fondamentaux. Nous allons échanger sur les cadres logiques, les indicateurs de performance. Nous allons vous partager avec vous aussi sur des outils de collecte et puis l'évaluation d'impact et puis comment produire un rapport de suivi et évaluation clair et orienté et in fine application pratique, c'est-à-dire concevoir un menu cadre de suivi et évaluation opérationnel. Quand nous parlons de suivi et évaluation, qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Suivi, c'est une activité qui vise à collecter régulièrement des données sur les progrès d'un projet ou en cours d'exécution. Alors que l'évaluation, c'est un processus périodique, plus approfondi, qui engage la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la durabilité et l'impact de projet. Elle intervient à des moments clés pour porter un jugement de valeur. Quand nous parlons de système de suivi-évaluation, c'est-à-dire c'est un cadre qui permet d'assurer les suivis réguliers des résultats et de faciliter la prise de décisions basées sur des données probantes. Ce système, ça vise à quoi? D'abord, c'est améliorer la performance, produire des preuves, c'est-à-dire générer des données fiables pour éclairer la prise de décision stratégique. In fine, favoriser l'apprentissage, c'est-à-dire créer une culture d'apprentissage institutionnel continu. Quelles sont les dimensions du suivi-évaluation dans les organisations de la société civile? D'abord, il y a un suivi technique. À ce niveau, on voit la progression des activités planifiées, l'atteinte des résultats attendus et la qualité des livrables. Il y a aussi le suivi financier. À ce niveau, on voit comment l'utilisation des ressources a été faite. Il y a plusieurs points qu'on peut analyser à ce moment-là. Il y a l'exécution du budget, il y a l'efficience des dépenses et puis il y a la conformité financière. Et il y a le suivi institutionnel. On va voir la qualité de la gouvernance au sein de cette organisation, la gouvernance de ces projets-là, c'est-à-dire la gestion de ces projets-là, les relations partenariales et la capacité d'organisation. Quand nous parlons de suivi-évaluation, il y a un certain nombre de dispositifs qu'il faut mettre en place. Pour avoir une idée concrète de ce qu'on veut faire, à l'entame même de notre activité, il faut élaborer ce que nous appelons notre TDC, à savoir la théorie du changement. On peut définir la théorie de changement comme le chemin par lequel les activités du projet conduisent à un changement souhaité. Elle permet d'identifier les hypothèses, les risques, les conditions nécessaires au succès et sert de base à la conception du cadre logique. Au niveau de la théorie des changements, il y a plusieurs rubriques qu'il faut en tenir compte, à savoir les ressources. Et au niveau des activités, il y a les actions concrètes que nous allons mettre en œuvre pour pouvoir atteindre les résultats. Et au niveau des résultats, en fait, ce sont les produits et les services livrés. Et à ce niveau, il y a deux éléments très importants que nous allons évaluer, à savoir, il y a les effets du projet, c'est-à-dire de notre activité, et puis il y a l'impact, c'est-à-dire la transformation durable. Et comme nous l'avons dit au départ, la théorie de changement nous sert en fait de base pour pouvoir construire notre cadre logique. Le cadre logique est un outil de planification qui présente de manière synthétique la logique d'intervention d'un projet. Il établit les relations de cause à effet entre les différents niveaux de résultats. Il y a un niveau qu'on appelle la logique d'intervention. C'est là où nous aurons les différents niveaux, c'est-à-dire l'objectif global, et puis l'objectif spécifique, les résultats et puis les activités. Si les activités sont menées, on obtient des résultats concrets et mesurables. Si les résultats sont atteints, on génère un effet
observables sur les bénéficiaires. Et si les effets se réalisent, on contribue à l'impact souhaité à long terme. Quand nous voulons mettre en place un projet pour résoudre un problème donné, il faut pouvoir choisir de bons indicateurs. Mais il y a différents types d'indicateurs. Il y a des indicateurs d'entrée, ce que nous appelons input, c'est-à-dire les ressources mobilisées comme le budget alloué ou le personnel recruté. Il y a les indicateurs d'activité, c'est-à-dire les volumes d'activités menées pour, par exemple, le nombre d'ateliers organisés. Il y a les indicateurs de résultats, c'est-à-dire produits immédiats tels que le nombre de bénéficiaires formés. Et puis, il y a les indicateurs d'effet impact, c'est-à-dire changement mesurable comme le taux d'insertion professionnelle ou l'augmentation des revenus. Il y a un élément clé pour pouvoir choisir de bons indicateurs, c'est SMART. Les critères sont SMART. D'abord, ces indicateurs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporels. Quels sont les outils que nous pouvons utiliser pour pouvoir avoir des données fiables pour un système de suivi, évaluation crédible? D'abord, il y a des questionnaires structurés, il y a des fiches de suivi, il y a des entretiens et focus group, il y a des journaux de bord, il y a l'observation directe, il y a les outils numériques. Et tous ces éléments-là vont nous permettre de collecter des données. Ça va nous permettre d'éviter le biais de confirmation. Valider les données, c'est-à-dire toujours vérifier la qualité et la fiabilité avant l'analyse. Maintenant, il faut pouvoir croiser les sources. Croiser les sources, c'est utiliser plusieurs méthodes pour triangulation et validation. Maintenant, comme vous le savez très bien, tout ce que nous faisons en matière de suivi et évaluation, c'est pour pouvoir évaluer l'impact de nos actions. L'évaluer l'impact, c'est-à-dire c'est mesurer les changements durables. L'évaluation d'impact vise à déterminer dans quelle mesure les résultats observés sont attribuables aux interventions du projet et à mesurer les effets à moyen et à long terme sur les bénéficiaires et de leur environnement. Il y a évaluation expérimentale. Ça signifie quoi? C'est la comparaison entre un groupe témoin et un groupe d'intervention pour mesurer l'effet net du projet. Il y a évaluation quasi-expérimentale. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la comparaison avant, après, sans groupe témoin, en utilisant les données de base et finale. Maintenant, il y a l'évaluation qualitative. Et c'est là que nous allons récolter les témoignages, les récits de changement, les études de cas approfondies auprès de notre population. Maintenant, quelles sont les méthodes d'évaluation participative? D'abord, quand nous parlons de l'évaluation participative, ça implique activement les bénéficiaires et les parties prenantes dans toutes les étapes du suivi-évaluation. Les communautés locales participent à la définition des indicateurs, la collecte et l'interprétation des données, transformant ainsi le suivi-évaluation en outil de démocratie et d'autonomisation. Maintenant, quels sont les outils participatifs que nous pouvons utiliser dans le cadre de l'évaluation participative? D'abord, il y a la cartographie communautaire. Là, il s'agit de visualisation collective des ressources et défis. Il y a aussi les scorecards citoyens, c'est-à-dire l'évaluation participative de la qualité des services. Il y a arbre à problème et arbre à solution qui nous permet, avec la population aussi, de définir ensemble, d'identifier les vraies causes du problème et puis pour pouvoir trouver la solution. Maintenant, il y a le changement le plus significatif. Maintenant, après avoir mené les enquêtes, on a fait tout ce qu'il faut avec la population et autres, tout ça, mais le suivi-évaluation doit aboutir à un rapport percutant. C'est-à-dire, mais comment rédiger ce rapport de suivi-évaluation? D'abord, ça doit raconter une histoire chiffrée et inspirante. C'est-à-dire, les faits, tout ce que nous avons vécu sur le terrain par rapport au projet et autres, tout ça, en fait, il doit y avoir tout ça. À ce niveau, il y a plusieurs parties. D'abord, en un, il y a un résumé exécutif, c'est-à-dire c'est synthèse des points clés en une page maximum. En deuxièmement, nous devons mettre en point l'objectif et la méthodologie. En troisième point, on doit pouvoir faire mention des résultats clés. Et
Quatrièmement, il faut pouvoir faire des analyses et tirer des leçons. Et en cinquième point, il faut pouvoir faire des recommandations et un plan d'action. Maintenant, il y a les annexes. Les annexes, c'est quoi? En fait, ce sont les indicateurs détaillés, les graphiques, les photos, c'est-à-dire tous les éléments possibles qui peuvent étayer davantage la compréhension des lecteurs de ce rapport-là. On doit pouvoir les mettre en annexe pour faciliter la compréhension. Le suivi et évaluation n'est utile que s'il influence les décisions. À ce niveau, il y a 5 paramètres, 5 points clés qu'on peut faire. C'est-à-dire interpréter les résultats. Et pour ce faire, il faut pouvoir identifier les écarts, décider, c'est-à-dire prendre des mesures correctives pour résoudre ces écarts-là, et puis ajuster. Quand on est dans l'humanité, on veut résoudre des problèmes dans des communautés données, il faut en même temps évaluer aussi les politiques anti-harcèlement. L'application du système de suivi et évaluation aux politiques organisationnelles sensibles comme les politiques anti-harcèlement permettent de mesurer leur mise en œuvre effective et leur efficacité dans la création d'un environnement de travail sûr et respectueux. À cet effet, il y a des indicateurs possibles. D'abord, il y a le nombre de plaintes déposées et traitées dans les délais, niveau de connaissance de la politique par le personnel, taux de satisfaction au travail et sentiment de sécurité, évolution du climat organisationnel, taux de participation aux formations de sensibilisation, délai moyen de traitement des cas. Il y a 3 tendances, 3 paramètres qu'on peut suivre, 3 éléments. D'abord, il faut collecter les données. Deuxièmement, c'est analyser les tendances, c'est-à-dire identifier les points forts et les faiblesses de notre organisation par rapport à cette politique-là. Et troisièmement, adapter la politique, c'est-à-dire renforcer la sensibilisation et la prévention. N'oubliez pas, en termes de points clés, il faut retenir qu'une politique efficace se mesure à la sécurité et à la confiance des employés. Comment créer un cadre de suivi et évaluation pour un projet? La boussole du projet, c'est le cadre de suivi et évaluation, est l'outil central qui relie les actions aux résultats et aux décisions. Il synthétise l'ensemble des éléments du système de suivi et d'évaluation dans un format opérationnel et accessible à toute l'équipe de projet. D'abord, comment on doit procéder? C'est définir les objectifs et les résultats, identifier les indicateurs, déterminer les ressources et fixer la fréquence établie, c'est-à-dire établir le calendrier de suivi. Et après, n'oubliez pas de désigner aussi les responsables. Si on met en place un dispositif de suivi, évaluation dans le cadre d'un projet où on n'a pas attribué des rôles et des responsabilités à chacun, en fait, ça ne va pas bouger. Quelques défis, nous pouvons citer quelques-uns. Par exemple, manque de ressources. C'est-à-dire, le suivi et évaluation nécessite du temps, du personnel qualifié et un budget dédié. Solution, c'est-à-dire intégrer le suivi-évaluation dès la conception du projet et prévoir 5 à 10% du budget total. Deuxième chose, il y a la résistance au changement. Certains membres de l'équipe peuvent percevoir le suivi-évaluation comme une contrainte. Solution, c'est démontrer la valeur ajoutée et impliquer l'équipe dans la conception du système. Il y a la qualité des données. On peut avoir des données incomplètes, inexactes ou non fiables. Solution, former l'équipe, standardiser les outils et vérifier régulièrement la qualité. L'autre défi, c'est surcharge d'indicateurs. Trop d'indicateurs rendent le système ingérable. Solution, se concentrer sur les indicateurs essentiels qui répondent aux questions clés. L'autre défi, c'est l'utilisation limitée des résultats. Les données collectées ne sont pas exploitées pour la décision. Solution, c'est créer des moments dédiés à l'analyse et à la réflexion collective. Le suivi, évaluation au service de la redevabilité. Le suivi-évaluation est un outil essentiel de redevabilité qui permet aux organisations de la société civile de démontrer leur impact et leur bonne gestion aux bénéficiaires, bailleurs de fonds, partenaires et au public. Il renforce la confiance
et la légitimité de l'organisation. La redevabilité ne se limite pas à la production de rapports financiers, elle englobe la responsabilité de démontrer que les ressources ont été utilisées efficacement pour atteindre les objectifs fixés, générer un impact positif sur les communautés servies. En tant qu'organisation qui se veut être des organisations impactantes, il faut intégrer le suivi-évaluation dans la culture de l'organisation. Pour que le suivi-évaluation soit véritablement efficace, il doit devenir partie intégrante de la culture organisationnelle et non une activité isolée ou imposée. Cela nécessite un engagement de la direction, une formation continue et une valorisation de l'apprentissage. Qu'est-ce que nous pouvons constater? Quand nous avons un système de suivi et évaluation, on peut dire au moins ça contribue à au moins à 85% de l'amélioration de la performance. Le taux de satisfaction accru des partenaires financiers sont importants. Et aussi, notre impact est multiplié par 3. Le suivi et évaluation n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen puissant d'améliorer l'impact de nos actions et de transformer durablement la vie des communautés que nous servons. Nous sommes à la fin de ce module. Nous espérons que nous avons partagé un certain nombre de formations